Est-ce que tout le monde nous entend au fond de la salle? Voilà, on nous demande de monter un peu le son, s'il vous plaît, si quelqu'un peut s'en occuper, ce sera parfait. Donc, merci Yasmina de venir parmi nous, ça nous fait toujours plaisir que tu sois là, je pense que ça marche. Bon, il va falloir faire quelque chose, là, si quelqu'un peut... Ça marche? Essaye, attendez, on va regarder ça. Non, même il n'y a personne. La spécialiste. La spécialiste. Bon, ça fait rien. On va commencer avec un micro, vous pouvez préparer le deuxième. Ça nous fait toujours plaisir, Yasmina, que tu sois là parmi nous à Strasbourg. La dernière fois, l'enseignement Evoine, c'était en septembre dernier, lors de la bibliothèque idéale. Tu étais venu avec des anges. Ça marche? Ça marche? Non, ça marche. Ça va marcher. Allons-y. Non. Voilà. Tiens, ça va, c'est un thème qui t'est cher à ton cœur, ça. Tu vois, les femmes, elles sont quand même meilleures que nous. Non, bah oui. C'est pas moi qui dis, Mais c'est la nature. ça dépend lesquels, hein. Avouez que c'est, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Yasmina, c'est une bonne introduction, ce que j'ai dit là. Je pense absolument, je ne pense pas tromper. Alors, tu es de retour avec 4 ans de dessin. Et c'est déjà un livre qui fait beaucoup de bruit. Fait du bruit de l'autre côté de la Méditerranée et ça vient chez nous. On va peut-être tout de suite tordre le cou à des rumeurs qui justement ont franchi la Méditerranée, où pour celles et ceux qui ont lu le livre, qui connaissent le contexte, évidemment ils ne seront pas étonnés, mais il y a plein de rumeurs qui disent Yasmina Khadra, il n'a pas réussi à être candidat à l'élection présidentielle en Algérie, du coup il se venge comme un malade. Ceux-là sont complètement faux de dire ça parce qu'il y a un propre manifeste, on ne peut pas écrire comme ça en l'espace de quelques semaines. Donc on va tendre tout de suite le coup de cette rumeur, c'est important de commencer. Non, c'est pas une rumeur parce que le livre s'arrache en Algérie, bien sûr. Le pouvoir est très déçu pour l'attitude que j'ai observée à son encontre. Il essaie par tous les moyens de défigurer mon image, mais ça fait 15 ans qu'ils font la même chose. Ça fait 15 ans qu'avant j'étais un espion, puis un agent de la DRS, puis un plagiaire, puis c'est pas moi qui écris mes livres, et puis maintenant on s'attaque à ma famille, on dit que je suis un soulard, je suis un hypocrite, je ne bois pas en public, mais je bois en privé, c'est comme si c'était interdit de boire. Moi je suis un croyant pratiquant depuis l'âge de 9 ans. On dit aussi que je trompe ma femme, parce qu'ils savent que ma force c'est ma femme. Donc ils sont allés dans cette folie. Et moi, c'est justement cette hostilité qui me donne la force de me surpasser. Et je crois que si en 2001 j'étais accueilli avec beaucoup de panache et tout, jamais je n'aurais écrit La Compta, ni Les Hirondelles du Kaboul, ni les livres qui font aujourd'hui mon audience internationale. Donc il ne faut pas s'occuper de ces gens-là. Je l'ai dit en Algérie, je rends fou les gens, de bonheur ceux qui me lisent et de rage ceux qui me détestent. Bon, il faut accepter cette confrontation. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais le plus important pour moi, c'est de plaire à ma conscience. Alors, je tiens d'abord à m'excuser parce que ça fait 48 heures, j'ai dormi 4 heures en 48 heures, je reviens de Cuba avant-hier avec le décalage horaire 6 heures, 19 heures de voyage. Et j'ai beaucoup bronzé pour les... J'étais parti blanc aux yeux bleus, je suis complètement basané. On nous assure qu'à l'hôtel, on me prenait de haut parce que même là-bas, il y a une certaine hiérarchie raciale. Et les serveurs mettaient beaucoup plus de temps à me servir qu'à servir disons, Bréa ou les gens qui m'accompagnent. Ceci étant dit, tu étais à Cuba, c'est complètement normal qu'un fidèle de Kléber aille en vacances à Cuba. Voilà. Allez, elle est faite aussi celle-là. Donc, on va, non, je dis ça parce qu'on va aborder des sujets forcément très graves avec ce bouquin, parce que d'abord dire une chose, c'est que c'est un grand roman dans la veille de ce que tu écris depuis maintenant si longtemps. C'est avant toute chose un grand roman. Et un grand roman qui te fait en quelque sorte revenir aux sources, parce que tu avais commencé par le policier. Et là, c'est un roman policier, mais c'est plus qu'un roman policier au sens où on entend généralement, c'est un roman policier très littéraire. Hein. Le problème, je n'ai jamais réussi à raconter l'Algérie d'aujourd'hui sans passer par le policier. Parce que tout est crapuleux, tout est
jalonné de meurtres, de vols, de trafic d'influence. Donc, je ne peux pas raconter l'Algérie sans passer par le roman policier. La seule façon pour moi d'aller au cœur de cette comment dirais-je, de cette mutation, non, de cette machination, parce que c'est comme ça que je pense la chose, c'est d'aller à travers, sur les pas d'un commissaire ou d'un inspecteur. Je ne peux pas raconter l'Algérie autrement. Je me mentirais, et je n'aime pas mentir. Là aussi, le commissaire est une femme dans le roman, Oui. c'est pas un hasard. Hein. Oui, j'adore les femmes. C'est encore une fois pas un hasard. J'ai dit pour libérer les nations, il faut d'abord libérer la femme. Aucun peuple ne peut s'émanciper sans passer par l'émancipation de la femme. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas des fleurs, c'est un constat personnel. Je trouve que la femme, c'est la lucidité, c'est la vaillance dans les moments les plus difficiles. Et j'ai écrit dans l'attentat, l'homme a créé la guerre, la femme a créé la résistance. Elle résiste d'abord à l'homme. Alors, deux citations pour commencer, parce que c'est un roman, on n'a pas envie de, j'ai pas envie tellement de t'interviewer là-dessus, parce que c'est comme d'habitude avec toi, c'est un roman où on rentre dedans très facilement, ça part très fort, et puis après, en connaissant, on devine ce qu'il y a derrière, et on ne peut pas retracer le scénario de ce livre, ça serait un petit peu gâcher le plaisir immense qu'on a à découvrir. Deux citations. En exergue d'abord, chaque génération doit, dans sa relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est de France Fanon, les données de la Terre, c'est l'éclair. Et puis surtout, très vite, on lit, alors dans le cadre du roman, bien entendu, on lit « Alger n'est plus qu'une ruine mentale. Hormis une minorité de snobinards qui empruntent à Paris ses pires défauts, c'est l'abâtardissement métastasé. C'est l'abâtardissement métastasé. C'est quasiment au début du livre, ça, et la suite est souvent dans la même veine. Vous savez, moi j'ai eu un poète qui m'a beaucoup fasciné, et il s'appelle, il n'est pas très connu, il s'appelle Goethe. Goethe m'a appris une chose. Avant de réclamer la justice, il faut être juste. Avant d'exiger des autres l'honnêteté, il faut être honnête. On ne peut pas faire semblant ou croire incarner une conscience si on n'en a pas. Et le monde d'aujourd'hui, justement, quand on voit le monde d'aujourd'hui, les consciences sont complètement disqualifiées. Elles sont traquées, elles sont vilipendées, elles sont diffamées. On veut les faire taire parce que tout simplement, l'homme d'aujourd'hui croit qu'on peut vivre sans morale. Parce que sans morale, on accepte totalement la liberté. Et ça, c'est la plus grande erreur de l'humanité. La conscience se doit d'être le gendarme de l'humanité. Aujourd'hui, on n'en veut pas. Et les intellectuels, les écrivains, les philosophes, les penseurs, quand ils passent à la télé, ils sont là pour défendre l'image et jamais leurs idées. Parce qu'ils savent que leurs idées dérangent, et s'ils dérangent, eux, ils seront exclus. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a une responsabilité par rapport à toutes choses sur Terre. Je suis né dans un pays qui était déjà malmené, et puis il y a eu des gens qui sont morts pour moi. Ils ont donné leur vie pour que je devienne l'écrivain que je suis. Et sans eux, je serais encore quelque part dans le Sahara. Peut-être je suis aveuglé par le trachome. J'aurais peut-être 3 ou 4 femmes ou 27 enfants, misérables. Je n'aurais même pas de quoi me nourrir. Et c'est pour cette raison que je m'interdis d'oublier une seconde qu'avant d'être ce que je suis, des gens l'ont voulu pour moi. Et c'est pour ça que je me bats pour être, non pas une conscience, mais une honnêteté. Je suis un homme propre. Je suis un homme, depuis l'âge de 9 ans, j'ai essayé d'être à la hauteur de tous les enseignements qui m'ont permis aujourd'hui d'être en parfaite complicité avec ma conscience. Donc voilà, quand j'attaque le pays comme ça, ce n'est pas par dérision, ce n'est pas par haine. Ma colère est saine. Je sais que ce pays mérite mieux. Je sais que ce pays est capable d'émerveiller. Je sais que ce pays est capable de faire rêver. Or, chez nous, le rêve a été assassiné, les consciences ont été corrompues et les esprits sont squattés. J'essaie justement d'échapper à tout ça et de prouver aux Algériens qu'on ne peut pas se prosterner devant des êtres humains.
ce ne sont plus des êtres humains. Ils ont beau avoir le pouvoir, ils ont beau avoir l'argent, il faut avoir la conviction de rester soi-même et de ne jamais se vendre aux chimères. Voilà. Je commence comme ça parce que Goethe m'a appris cette chose. Quand il regardait le peuple allemand, il le vomissait. Il disait, je ne comprends pas comment une nation qui a donné Mozart puisse se permettre de donner de pareils frustes et de pareils russes. Donc cet homme, c'est par amour pour son pays qu'il disait ça. Et c'est cet amour-là, cette violence, cette colère qui a permis aux Allemands de s'éveiller à leur potentialité et surtout de s'éveiller à leur inventivité, à leur panache, à leur noblesse. Moi, je veux aussi éveiller les Algériens à ça. Voilà. Vous savez, quand on a fait, c'est ce que je répète tout le temps, les gens ne m'écoutent même pas. Quand on a fait 8 ans de guerre contre le terrorisme, quand on a perdu ses propres hommes, ses proches collaborateurs, qu'on a perdu ses amis d'enfance, et quand on connaît les veuves et les orphelins de ces morts-là, et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on est sorti complètement indemne d'une guerre de 8 ans, alors que j'étais au cœur de tous les conflits, j'étais le concepteur de la lutte antiterroriste, je me dis, mais pourquoi suis-je sorti vivant, moi? Pourquoi les autres sont restés? Moi, je suis sorti indemne. Alors, je culpabilise. Et j'essaie de légitimer ma survie. Et la seule façon pour moi de légitimer ma survie, c'est d'être au service de ma patrie. J'ai tout donné à ce pays. J'ai même accepté d'être directeur du centre culturel pour aider la culture algérienne. Et qu'est-ce que j'entends? Oh, il est acheté par le système. Mais les gens ne comprennent plus rien. Comment un écrivain qui a une audience internationale, qui a des lecteurs partout, puisse se permettre de s'enfermer dans un bureau du matin au soir, parfois jusqu'à minuit, pour être au service d'une culture. Et les gens qui ont besoin de lui sont les premiers à le contester. Et je dis aux Algériens, ce n'est pas comme ça que nous pourrons avancer. Si vous êtes incapable de discernement, vous n'avez pas droit à un avenir. Voilà. Au demeurant, tu évoquais quand même le centre culturel algérien à Paris, que tu dirigeais. C'est vrai que ça, c'est des sources de polémique, tu l'expliques brillamment là. Il faut préciser aussi pour l'actualité que tu n'es plus directeur de ce centre. Un décret a mis fin à ta fonction, sans surprise, compte tenu du fait qu'il faut-il le dire, tu as souhaité être candidat à la République, au poste de président de la République d'Algérie. Tu n'es pas parvenu à recueillir toutes tes signatures, tu as rencontré des milliers et des milliers d'obstacles, mais en même temps, dans la tournée que tu as faite en Algérie, tu as rencontré des milliers et des milliers et des milliers de gens. Parle-nous de cet épisode récent de ta vie personnelle. Ben, j'ai fait 10 000 km par route. Je n'ai pas voulu prendre l'avion. L'Algérie, c'est un pays, c'est un territoire infinissable. Et, oui, et il est aussi diablement féerique. J'ai écrit dans un des livres, ce qui compte en Algérie, ce ne sont pas les monuments, mais les gens qui gravitent autour. L'Algérien est un monument, mais on ne l'a jamais respecté, on l'a avili, on l'a réduit à rien. Il est d'une générosité, il est d'une beauté, il est d'une fraternité extraordinaire. Mais on l'a empêché d'être lui-même. On l'a empêché d'être justement ce frère du monde entier. On a fait de lui une espèce de prédateur. Aujourd'hui, tout ce qui lui importe, c'est de s'en sortir. Il croit qu'il est au fond du trou alors qu'il est sur les cimes. Et il oublie, on lui a fait perdre le sens des rêves, le sens de l'émerveillement. Et il est devenu susceptible et soupçonneux. Il dans un de tes anciens romans, tu disais de mémoire, l'Algérie, c'est un archipel de 38 millions d'îles. Oui, et chaque île séparée par un océan. On essaie justement d'assécher ces océans pour que l'archipel devienne un continent soudé. Mais c'est pas facile. Tu les as rencontrés? Oui, j'ai rencontré surtout dans... Vous savez, il y a plusieurs types d'humanité en Algérie. Vous allez dans le Sahara, vous êtes dans la sagesse. Je crois qu'il n'y a pas de peuple plus naïf et plus vaillant que le peuple du Sahara. Là-bas, vous n'avez pas besoin de frapper à une porte. Donc, vous entrez directement dans n'importe quelle maison, vous êtes chez vous. Ce peuple dont tu voilà. Et vous allez dans les Aurès, vous allez trouver l'entêtement, mais surtout la noblesse. Ils sont têtus, mais nobles. Vous allez en Kabylie, ce sont des gens de grande culture. Ils sont d'une beauté magnifique. Vous allez dans l'Oranie, vous allez trouver un peuple indolent,
mais tellement vivant, tellement fraternel. Tout de suite, vous arrivez, j'étais avec une journaliste à Rio Salado, on s'assoit. 2 minutes plus tard, il y a une personne qui vient s'attabler avec nous, sans s'inviter, pour laisser complètement chez lui. Au bout de 15 minutes, nous avons déjà Algérien qui nous racontait, qui parlait à la journaliste française, comme si c'était une personne qu'il connaissait depuis 1 milliard d'années. Voilà, c'est ça. Vous allez dans le Constantinois, c'est le panache d'une gloire jamais oubliée, c'est un lustre itinérant, ce sont des femmes flamboyantes, même si elles sont voilées de noir, mais sous cette couverture noire, il y a une lumière qui veut se protéger. C'est magnifique. Moi, je me bats pour ce pays. C'est tout. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le peuple a choisi, il est mieux placé que moi pour choisir son destin. Il l'a fait, je le respecte. S'il veut se casser la figure, c'est depuis mon problème. Il y a un personnage dans ce livre qui s'appelle Amir Laïm, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, Amir Laïm, qui est un vieillard de 83 ans. Hamar al-Aïn. L'œil rouge. Voilà. J'ai fait de mon mieux. Qui est un vieil homme de 83 ans qui, alors je suis absolument certain que ce personnage-là, c'est le conglomérat de plusieurs personnes que je connais très bien là, et je suis persuadé que le peuple algérien qui a lu le livre voit très bien de qui il s'agit. Ça c'est évident, à mon sens en tout cas. Mais celui-là, il compte. Pardon? Oui, il y en a plusieurs qui se sont agglomérés en un, mais le peuple algérien, à mon avis, voit clair, mais à mon avis. Mais enfin bon, bref, on va demander. Mais ce personnage-là concentre toutes les tares, tous les excès, tout ce que tu dénonces dans ton livre et qui est dans ton livre. Justement parce que les Algériens ne le savent pas. On a toujours appris aux Algériens à ne voir que la partie visible de l'iceberg. Et ils ont cultivé une espèce de paresse, c'est-à-dire qu'ils refusent de plonger, et ils refusent de se mouiller. Ce qui se passe en Algérie arrange tout le monde, et en particulier les politiques et les pseudo-intellectuels. Ça arrange tout le monde. Ce chaos, cette noirceur, cette opacité, ben, les gens trouvent leur compte. Sinon, ils se seraient révoltés. Voilà. Et moi, comme un imbécile, je croyais que je pouvais apporter un peu de lumière dans cette vallée des ténèbres. Et je me suis rendu compte que j'étais moins que les lucioles. J'étais juste une étincelle qui, au moment où elle flambait, elle s'éteignait. Voilà. Je suis triste pour les gens qui ont la chance d'être heureux et qui pensent que la seule façon d'accéder à cette chance, c'est de ne pas être heureux, justement. Ils négocient avec le désarroi, ils négocient avec le malheur. Ils ont le sentiment d'être complètement seuls si autour d'eux ne gravitent pas des déboires, des déconvenus, des harcèlements, des hostilités. Et ça, c'est dangereux pour toutes les mentalités. Un chauffeur de taxi qui dit au début du roman: pourquoi notre gouvernement ne fait rien pour rendre la mort moins chiante que la vie? Ça fait bien, hein, ça. J'ai dû ici dans une douleur intenable. Je l'ai commencé juste après l'équation africaine. L'Algérie venait d'être battue par le Maroc par 4-0. Le football. Voilà. Et j'ai vu, je ne sais pas, j'ai vu tous les dieux tomber de leur nuage et s'écraser au sol comme des feuilles. Non, blé. Voilà, complètement, oui. Pourri. Eh bien, j'ai commencé à écrire, puis à un certain moment, ce livre m'a essoré. Et j'ai voulu de l'air. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'un panorama qui s'étend vers l'infini. J'avais besoin de soleil, de personnages vivants, radieux, lumineux. Et j'ai écrit Les Anges de noblesse. Quand j'ai terminé ce livre, j'avais réussi à me ressourcer et avoir la force de le reprendre les 14 dessins. Et c'est comme ça que j'ai terminé. Je l'ai commencé avant Les Anges et je l'ai fini après. Alors, beaucoup de gens pensent que je l'ai écrit après ma fameuse déroute présidentielle. C'est faux, on ne peut pas écrire un livre de 300 pages en 2 jours. Mais ils le savent aussi. Ils le savent.
Alors, dans ce livre, tu parles des bénis qu'il faut. C'est ça, hein? Le béni. Quel beau. Ah, oui, ben, excuse-moi mon accent, je fais des programmes avec cette école depuis quelques années, mais il y a encore du travail à faire. Pardon madame, excusez-moi, je fais de mon mieux encore une fois. Et tu dis, ils sont génétiquement néfastes, ils disposent de leur propre trinité, ils mentent par nature, ils trichent par principe, ils nuisent par vocation. Quelle belle trinité. Même le diable n'en a pas. Ils ont une capacité de nuisance que le diable espère avoir depuis la naissance du monde et qui n'a jamais réussi à avoir. Ce sont des usurpateurs historiques finalement qui sont au-dessus des lois, Oui, qui sont au-dessus de... Mais je ne parle pas que des gouvernants, je parle justement d'une catégorie d'individus qui s'inscrivent dans cette vocation avilissante et ignoble et perfide. Vous allez dans le monde entier, vous allez en Chine, en Australie, en Inde, partout où je suis traduit, vous ne trouverez jamais quelqu'un capable de me traiter de quoi que ce soit. Ce sont des Algériens qui sont sur tous les sites, ils essaient de défigurer mon image, ils ont tout écrit sur moi, même les gens que j'ai aidés financièrement, et ils se retrouvent contre moi. C'est une mentalité que je n'ai rencontrée nulle part. J'ai lu tous les écrivains, enfin j'ai lu beaucoup de grands écrivains qui ont connu, et de poètes qui ont connu l'hostilité, le harcèlement, mais il y avait toujours une échappatoire pour ces gens-là. Moi, ça ne me pardonne pas, c'est tout. Les arabisants, les francophones, les écrivains, les intellectuels, les journalistes, l'opposition, les militants, les pervéristes, les activistes, le pouvoir, tout le monde. Parce que je crois que quelquefois, quelqu'un qui est honnête devient le miroir des autres, donc il renvoie aux autres ceux qui sont véritablement, et ça les dérange beaucoup. Oui. Alors il y a ce bouquin est écrit cash, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que on se planque derrière des beaux mots parce que l'ensemble est un magnifique roman, je le répète une nouvelle fois, ça se lit merveilleusement, je passe ça par Flagorue parce que je le pense. Moi aussi. Il y a des citations. Faire d'un pays un dépotoir et d'une nation un cheptel. Waouh! Ouais, ça dégage, hein? C'est pour ça que nous avons besoin d'écrivains, nous avons besoin de réalisateurs, nous avons besoin de musiciens, de comédiens. Ils sont les vraies générosités de nation. Ce ne sont pas les politiques qui construisent, ce ne sont pas les idéologies qui construisent les nations, mais c'est l'art, c'est le don de soi, c'est la générosité, c'est la créativité artistique. C'est ça qui fait qu'une nation accède à sa maturité ou bien régresse. Moi, je pense que, en tant qu'écrivain, j'essaie de joindre l'utile au désagréable. C'est tout ce que je raconte, mais c'est utile de savoir. En tout cas, tout dans ce livre est dans cette veine, à l'intérieur d'une histoire qui se lit de façon passionnante. Je le répète une nouvelle fois, c'est très important. Moi aussi, je le répète. Écoute, je vais te proposer de poser les questions et moi j'essaierai de faire les réponses. Tu veux bien? Oui, d'accord. Bien. Ceci dit, l'Algérie, c'est un pays magnifique. Beaucoup de ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là le savent, je le sais, on en a déjà parlé certaines fois. C'est un pays magnifique, c'est un pays quand même béni des dieux. Qu'est-ce qui peut donner un avenir à l'Algérie d'aujourd'hui? Comment ça peut se passer? Quels sont les 2 ou 3 scénarios? Ça paraît aujourd'hui presque complètement impossible. Je ne vais pas dire que tu parais démissionnaire, c'est un mot juste, mais ce que tu retraces dans ce roman, ce dont témoignent d'autres personnes qui aiment ce pays, finalement, tout le monde dit la même chose, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Pour tout le monde, pour la France aussi. Hein. Parce qu'à une époque, il y avait toujours des consciences qui s'insurgeaient contre les dérives, qui allaient au martyr pour le bonheur des autres. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de conscience dans le monde. Chacun essaie de se débrouiller, de mener sa vie comme il l'entend. La prédation et la prévarication sont devenues les 2 béquilles de l'humanité. C'est comme ça qu'elle avance. Prédation, prévarication, prédation, prévarication. Il n'y a plus. C'est pour ça que, je ne sais pas, chaque génération réclame sa part de tragédie et chaque génération réclame sa part de bonheur. Je crois que ça va éclater comme ça. On ne sait pas. On n'a plus de recette.
Ce ne sont plus les idéologies, ce ne sont plus les religions qui sont capables de conduire l'humanité vers quelque part, dans le mur ou vers le salut. Ce sont des étincelles comme ça qui vont mettre le feu au poudre. On ne sait pas. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé la solution. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir en face de moi des gens capables d'écouter, capables de discernement, que ce soit en France, en Espagne, en Italie. Je reviens de Cuba, c'est pratiquement la même chose. Les gens ont fini par être otages d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont enfermés quelque part au très fond d'eux-mêmes et ne veulent pas s'exposer. Voilà, j'ai un petit salaire, j'ai mon compétence. J'ai une petite tranquillité, ça me suffit. Le voisin, on recule. On s'approche inexorablement de l'animalité. Et Jean-Jacques Rousseau définissait l'animal comme étant une créature dont la souffrance se limite à sa propre douleur. Aujourd'hui, nos souffrances se limitent à nos propres douleurs. Ce qui concerne le voisin ou l'ami le plus éloigné, ça ne nous concerne plus. Et on ne peut pas construire une humanité à partir de réactions totalement grégaires, totalement à partir de recul sur soi. L'humanité, c'est une conquête. L'humanité, c'est une vocation. L'humanité, c'est une ambition. Ce n'est pas seulement un détail qui passe et qu'on observe de loin. Qu'est-ce que l'écrivain, et au-delà, qu'est-ce que les artistes, les peintres, disaient que l'art, c'est ce qui est constitutif d'une nation. Qu'est-ce que les intellectuels, les écrivains, les artistes, les peintres, etc. peuvent faire donc, dans ce marasme qui est là, et face à cette noirceur terrible qui vient, parce qu'on a bien compris ton raisonnement, on régresse. Quels sont les espoirs qu'on peut placer dans les écrivains, les artistes? Je crois que est-ce qu'on peut placer un espoir dans on appelle ça les fabulateurs du marché? Comment on appelle ça, les troubadours? Est-ce qu'on peut construire un espoir sur un troubadour? Je ne sais pas. On ne peut pas. C'est quelqu'un qui vient dans un souk et qui raconte des histoires incroyables et puis il s'en va. Et pendant quelques instants, on a partagé avec lui un bout d'enthousiasme, on a rigolé, et puis chacun retourne dans son coin. L'écrivain, c'est la même chose aujourd'hui, c'est devenu un troubadour. Il écrit des livres pour ses lecteurs, et rien d'autre. Donc voilà, c'est aux gens maintenant de savoir défendre les vraies valeurs, de ne jamais laisser une conscience isolée, de ne jamais la laisser l'animer ou se faire lyncher. Voilà, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce ne sont pas les écrivains qui permettent aux rêves de rouvrir sa déclic quelquefois. Même pas. Chacun de nous est responsable de l'humanité entière. Voilà, il faut d'abord commencer par soi. Il ne faut pas attendre le miracle des autres. Nous sommes chacun des miracles. Chaque être humain sur Terre est un miracle. C'est à lui de déclencher sa féerie. C'est la première fois depuis que je t'interviewe, ça fait déjà plusieurs fois, c'est la première fois que je te sens aussi sombre, aussi noir. Non, mais si. Non, c'est pas. C'est un constat. Pendant très longtemps, j'étais dans une espèce de naïveté effarante. Je croyais que tout était possible, que les gens étaient capables de s'éveiller à eux-mêmes. Eh bien non, ils ne s'éveillent pas. Voilà. J'espère que très bientôt. Moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ça me rassure. Souvent, quand je n'ai rien à faire, je vais m'installer sur un banc, du côté du Trocadéro, et je vois passer le monde.